What does it take to change the world? Historically, change has usually been slow-moving and methodical, taking hundreds of years for even incremental advances to be seen. But over the past century, things have shifted, and that trend has reversed to the point where some forms of change now come at breakneck speed. Just look at our personal computing devices as an example. Our cell phones, laptops, tablets, and other devices come out to great fanfare one day, only to be labeled as obsolete and clunky after only a few months. In our consumer-driven world, that type of fast-moving change is okay. But when it comes to building large-scale, long-term items like cars, buildings, and aircraft, the process is slowed down to make sure those items are as safe and reliable as possible. This disciplined and deliberate process can be seen clearly in the aircraft industry. Before new technologies are implemented, they are first tested and retested for many years to make sure they will perform perfectly every time. And because getting it right is so important, the workload is often shared with thousands of highly skilled industry personnel, as well as with the brilliant engineers who run our national wind tunnels, labs, and flight facilities at NASA. Much of the early testing begins at NASA, where engineers bring the breadth of years of aeronautical knowledge to bear on each new design before a craft is ever placed into service. But how does this testing work, and what is the process that researchers go through to make flying as safe as possible? Coming up on this episode of NASA X, we follow members of the Environmentally Responsible Aviation Team as they conduct a variety of tests on new aircraft designs that are in the early stages of development. We will follow them to see how initial designs and ideas are moved through the pipeline from computer drawings and wind tunnel models all the way to scale model aircraft and full-scale flights. We will see how each new step is bringing us closer to flying on board future aircraft that are more efficient, quieter, and safe. And we will see how each new step is helping to change the way we all fly. By now, most people are familiar with the story of the first flight the Wright brothers took at Kitty Hawk in 1903. That 12-second flight, captured in this famous picture, was the first stepping stone to modern air travel as we know it today. What is often forgotten is just how much time, planning, study, and trial and error was performed by the Wright brothers to get to that first flight. For at least 10 years prior, the brothers went over all known text and information they could find that related to the problem of flight. They tested their theories with small-scale designs and with large-scale glider models. But around the fall of 1901, the brothers realized that much of the data they'd been using from others was faulty, and the only way they could get accurate data was to get it themselves. Shortly after this realization, they built a very simple wind tunnel that they could use to test their different ideas for the ideal wing shape. By 1902, the brothers had accumulated more information on the design and behavior of wings than anyone else previously in the history of this field of study. With this knowledge, they had the information necessary to design and build the world's first successful heavier-than-air flying machine. After all this hard work, the Wright Flyer lifted off from the sands of Kitty Hawk on December 17, 1903, and changed the world forever. Even though the world and the technology that we use every day has changed dramatically since 1903, aeronautical engineers still follow the same basic principles that the Wright brothers used to build aircraft today. They still build small test vehicles, assess them in wind tunnels, and often make flying scale models to further flight characteristics, and finally build a full-scale aircraft to continue the development. Obviously, much of the testing of today is accomplished by aircraft manufacturers, but many people don't realize that virtually every new aircraft design is still tested at different NASA centers around the country. This is because NASA is still the world leader in aeronautics and has the facilities and brainpower to continue to improve the science of flight for all of us.
When people decide that they're going to take a flight, what are they looking for? Are they looking at how long it's going to take me to make this flight? Not necessarily. They're looking at the number of stops and the cost. And so the work that we're doing directly impacts those. Fuel burn, emissions, noise. So for the general public, what we're doing is making it less costly for you to fly without any reduction in your safety, and we're doing that while we're making it better for the environment. Today, one of the biggest areas of focus in the aircraft community is on environmental issues. There is a growing realization that if pollution of all types can be reduced, then costs and aggravation for the traveling public can be cut dramatically too. Environmentally Responsible Aviation Project is making a significant and important contribution to aviation because it primarily is working on reducing fuel consumption and also reducing environmental impact, negative impact to the world from the aviation, namely emission and noise. So ERA is the centerpiece of our portfolio. Here at NASA Langley in Hampton, Virginia, a small group of aeronautical researchers from the Environmentally Responsible Aviation Project are at the cutting edge of this research, attempting to take the next steps to make aircraft more efficient and less noisy. Their goal: to simultaneously reduce aircraft drag by 8%, weight by 10%, fuel consumption by 15%, emissions by 75%, and reduce overall aircraft noise by nearly 90%, all by the year 2025. These lofty goals are definitely attainable, but a lot of work and testing needs to be completed now to get us there. In today's world, testing new designs always begins on a computer screen. Complex computational fluid dynamics often helps researchers get a head start in understanding flight characteristics of new designs. But even with the most sophisticated computer renderings, at some point, actual hardware must be tested in wind tunnels. So after the computer models are run, engineers send exacting specifications to NASA's model makers, who build these small-scale aircraft for testing in wind tunnels. These models are used to help validate and answer numerous questions about new and existing aircraft designs, including how to help mitigate noise pollution, reduce fuel burn, improve flight characteristics, and so much more. Of course, the art of creating aircraft models is decades old, but one of the newest and most exciting technologies being used to predict and improve aircraft characteristics is located here in the 14 by 22 wind tunnel at NASA Langley. This new technology is a very sophisticated acoustic array that is helping to reshape our understanding of aircraft noise. Well, the array is composed of almost 100 microphones. And what it does, it phases the signal such that it's able to go to a different location and and amplify the signal such that we can pick particular spots and be able to determine exactly where the noise is coming from by focusing on different locations. It's kind of taking a snapshot so that you'll be able to see it in a 3D. And you'd be able to, normally you would only measure a single microphone result, but now we can actually pinpoint it. We've done acoustic testing in this facility primarily for helicopter work, but never to this magnitude as far as the array, the towers that we have. But this is the most extensive in this big facility. This new array is rapidly changing how aeronautical research is done. To better understand why this array is so valuable, we have to first look back at the aircraft from the 60s and 70s.
During those days, the biggest cause of aircraft noise was the engines themselves. But over the past few decades, huge strides have been made to lessen the noise level of engines. So now the non-propulsive elements like the slats, flaps, and landing gear are on par with the engine noise. This array in the wind tunnel, in conjunction with the computational fluid dynamic models, has helped researchers predict how striking the change will be in the coming years, as seen in this simulation. This simulation has helped researchers understand that they can redesign elements of the non-propulsive parts of the plane with dramatic results. We really have done a good job of designing these concepts using the virtual space, and they are performing as predicted, mostly as predicted. Typically, it takes 10 to 15 years from the time that you really create a technology that you have looked at all aspects of it, make sure that it doesn't have any negative impact. It takes about 15 to 20 years to get on a real aircraft. And so we have been working on this technology for the past few years, and we are part of a program with our partner Gulfstream, that once we are done with this experiment, that we down select some of our best performing noise reduction concept for both flap and landing gear, and pretty much put it on the Gulfstream aircraft, and we use that aircraft as a test bed to really find out the performance of these noise reduction technologies that we're working on in real environment, which is the actual full-scale aircraft. We're working on, for the flap, we have shown through our modeling and simulation that you can reduce it by about 60–70%. And for the landing gear, we have shown that maybe 50 to 60%. And so what we are trying to do here is through computational simulation that is really hold, and the technology that really produced that amount of noise reduction. After the wind tunnel validation, the next step for some engineers is to test an aircraft's flight characteristics even further by building small-scale models that can be flown remotely in a real-world environment. Often the data they glean can be a game changer for these new designs. In California's high desert sits one of the most storied flight facilities in the world. Here on NASA Dryden's dry lake bed, many of the world's flight records have been broken time and time again. One of the latest flight records to fall came at the hands of the engineers who fly this aircraft, the X-48C. This unique hybrid wing body design is a departure from current aircraft designs, but has shown great promise in reducing both noise and emissions. For over 6 years, different versions of the X-48 flew more than 120 flights, far surpassing the record for most flights by unmanned X-planes. The X-48C began its life as a wind tunnel model. After that initial testing, it earned its wings and was converted to a flying scale model that flew the final 30 flights in the storied X-48 history. This final configuration of the X-48 is being flown to evaluate truly low noise capabilities. So we've done wind tunnel testing, right? We did wind tunnel testing with both the B configuration and the C configuration. And the next step beyond wind tunnel testing is to take a smaller scale, this is an 8.5% scale vehicle, into flight test and make sure that everything that you've predicted through the wind tunnel is confirmed or validated in flight. So the X-48B flew 92 flights. We've now converted into the X-48C, which is our low noise configuration. And it's called the low noise configuration because we have gone from 3 engines to 2 engines. We've extended the aft deck of the aircraft, and that's meant to shield the noise in the downward direction. You'll also notice that on the B aircraft we had winglets that we've now moved inboard to vertical tails, and they shield the noise in the outward direction. This shielding research could have huge benefits for people who live or work close to airports. If successful,
airport noise from aircraft could be reduced to levels that previously would have been unthinkable. In the near future, people who live near airports may not be able to hear any aircraft at all unless they are on a flight themselves. Today's flight test is scheduled to test some new maneuvers to help validate the wind tunnel data. And because the researchers are pushing the envelope of flight with this scale model, no humans are put in danger during the test. We're an unmanned vehicle. We are remotely piloted, so that means that we do have a pilot that flies it. We have a ground control station that sits in our hangar. The pilot sits in the ground control station along with a flight test engineer, a range safety officer, and a flight director. And so the pilot flies all of the flight cards that we have prepared for him for each of the flights. We test all of our systems on the aircraft to make sure they're working. We make sure all the flight control surfaces are working well, so the pilot who's sitting in the ground control station back at the hangar cycles all of the surfaces to make sure they're working well. Power's coming in, speed's alive, 10 knots. Good engines. 20. 30. Tower is Skyray 48 is airborne, liquid 23 right, turning right into the area with chase. It's about a 30-minute flight that we have on the C configuration. And so because it is piloted, we also have to use the same crew rest rules that a normal flight would use. When the pilot is flying the aircraft, he gets his situational awareness from a camera that's in the nose of the aircraft. So while it looks like there's simulated windows on the nose of the aircraft, there's actually a window that houses a camera that's displayed within the ground control station for the pilot to gain his situational awareness. So he's not just flying by instruments, he's got an out the cockpit view of the flight. The team prepares for the flight, going through the checklist and making sure that everything is a go. Once all the checks are complete, the X-48C is off for one of its last missions. After landing and with the conclusion of another successful flight, the chase plane performs its traditional barrel roll to show that this flight went perfectly. With the years of data acquired during all the flights of the X-48 aircraft, engineers from NASA and industry will have a much better understanding of the flight characteristics of this non-traditionally shaped aircraft. This data will help them perfect and predict how this type of aircraft will fly when a full-scale model is finally built. As we have shown, NASA uses a building block approach to test concepts for next-generation aircraft. One of the final steps for testing these new concepts comes when hardware can actually be flown on a full-scale vehicle. In this hangar at NASA Dryden, the Environmentally Responsible Aviation Project is taking another step to making flying less noisy and more efficient. For this experiment, the ERA team is repurposing this Gulfstream aircraft to test a revolutionary new concept for flaps, moving from just computer and scale models all the way up to a full-scale model aircraft. The reason we need a full-scale aircraft is because of the TRL level, the technology readiness level has to go from a 5 to a 6. In order to do that, you have to have a relevant flight environment. A relevant flight environment means you have to have a full-scale aircraft. With this new craft, the team will soon be changing the existing flaps and moving on to this new technology that has the potential to be a game changer for future aircraft. The reason we have this airplane is to basically do an experiment with an adaptive trailing edge technology. It's a morphing technology for the trailing edge of a wing. So we have the back end of the wing here,
and on it is the existing technology that has a rigid structure, this like a flap here, and what it does is during takeoff and landing, the structure comes out and just bends like a board, and you see a separation here that occurs. And what this aircraft is going to do for us now is we're going to develop a technology in flight, demonstrate it, and have this so that it's just, instead of coming out like a board and moving down, it's actually going to morph into a shape that's more uniform and connected. And that makes the aircraft flap much more efficient and less drag. The way we have the test plan now is we're going to have with the flap fastened, we're going to have probably 1 or 2 flights or 3 flights a week over a period of months. What we're going to do is move the flap to a certain position, and then we're going to fly it for a period of time. We're going to map it and take lots of measurements, and then we're going to move the flap a little bit more and then fly it again. So it's actually going to be ground actuated. We'll do this until we capture the full flight envelope. The material they will be using was designed by a firm called Flexsys. This system uses a highly reliable, elastic, deformable structure to morph from one position to another. This is the world's first functional seamless hinge-free wing, whose edges morph on demand to adapt to different flight conditions. The most far-reaching impact of this technology is fuel savings. Studies here at NASA Dryden have shown that even a 1% reduction in drag for the U.S. fleet of wide-body transport aircraft could result in savings of approximately $140 million per year. The Flexsys system has shown even greater potential that could result in hundreds of millions of dollars saved per year. Another huge benefit of this concept is the promise for reducing aircraft noise and weight dramatically. But more testing needs to be done, so the next steps for the NASA researchers is to fly the Flexsys system on the Gulf Stream. The entire aircraft has been stripped down and is now a flying test bed. Generally on these types of research flights, there will be a small crew. 2 pilots up front, and several engineers to sit in the back to monitor the data. That same data is also beamed down to the engineers on the ground to validate the wind tunnel and computer models. After all is said and done, this new technology has the potential to be a real game changer in the aeronautics community. Yeah, this is very exciting technology here because of all the impacts that it has on flight throughout the country and even the world. I mean, the amount of savings this is going to have for fuel is very significant, and not just for the economy, but for the environment. So it's very important that this technology get developed and see to fruition. As we have seen, there are many ways to test aircraft, from state-of-the-art computer visualization all the way to the well-worn tools from the past. But no matter how it is done, it's comforting to know that every day the engineers of the Environmentally Responsible Aviation Project are continuing to make strides to improve flight for air passengers of today and for generations of future flyers as well. Somebody's going in, can't find it.
title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and it shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions. This just shows Mars and its orbit around the sun. And this is to explain a little bit about why we see these at different times in different places. So Mars is tilted on its axis about 25 degrees, very similar to Earth's tilt on its axis. So it remain in a liquid form until we hit negative 70 degrees Celsius, and will not start boiling until it is 24 degrees Celsius. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and this just shows Mars and its orbit around the sun. And this is to explain a little bit about why we see these at the title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. Shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions. Depuis que nous savons que la vie sur Mars a été possible, les scientifiques et les ingénieurs du monde entier se sont lancés un formidable défi. Envoyer des hommes explorer la planète Mars. Le début du XXIe siècle sera marqué par cette aventure unique dans l'histoire de l'humanité. Prêt à l'entrée sur Mars. Stand-by. 3, 2, 1. Ouverture du parachute. Largage du parachute de freinage. Moteurs principaux. 103%. 8000 mètres. Ceci ne sera bientôt plus de la science-fiction. Au cours de ce siècle, des êtres humains vont vraiment partir en expédition vers la planète Mars. 7, moins 10 mètres. Train d'atterrissage. Aujourd'hui sur Terre, le compte à rebours de l'expédition la plus héroïque du XXIe siècle, l'exploration de Mars par les hommes, vient d'être déclenché. Pour réaliser ce voyage, des défis gigantesques devront être surmontés. On doit inventer des nouveaux matériaux, faire preuve d'une audace technologique sans pareille, construire un vaisseau totalement nouveau, repousser les limites de la médecine et de la biologie, et choisir des ambassadeurs de la planète Terre d'une trempe exceptionnelle. C'est peut-être la dernière grande aventure humaine qui reste à faire. Les risques que ces aventuriers vont prendre pour réaliser le rêve fou de l'exploration de la planète rouge sont considérables. Ces gens vont passer énormément de temps dans l'espace, sans espoir de ravitaillement ni de quelque secours que ce soit. Cette mission permettra peut-être d'élucider la question qui taraude l'humanité. Existe-t-il une vie extraterrestre? Se dire qu'on pourrait soulever une pierre sur Mars et trouver ça, ce serait fantastique. Voici l'histoire du voyage le plus audacieux jamais entrepris par l'humanité. L'exploration de la planète rouge a démarré il y a près d'un demi-siècle. Des dizaines de sondes orbitales et quelques robots de reconnaissance de la surface martienne ont été lancés. Mais les mystères de Mars sont coriaces.
En 2003, l'Agence spatiale européenne a envoyé la sonde Mars Express, bourrée d'instruments sophistiqués et dotée d'une caméra stéréoscopique de haute résolution, faire un portrait beaucoup plus précis de la planète la plus proche de la Terre. Mars Express a permis de commencer une couverture globale de la planète en ce qui concerne l'imagerie de haute résolution en 3 dimensions et en couleur, chose qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent. L'inspection de la topographie martienne avec ce niveau de précision jouera un rôle important dans le choix du site d'atterrissage, de même que la localisation de la présence d'eau. Grâce à un radar à bord de Mars Express, on a pu découvrir l'existence d'eau glacée sous la surface de Mars, jusqu'à des profondeurs de 4, 5, 6 km. On a fait aussi des découvertes en ce qui concerne l'atmosphère, sa composition chimique, la présence de méthane dans l'atmosphère, comme ne s'est, à vrai dire, pas encore expliqué. Cette moisson de signes avant-coureurs de la vie, en provenance de la planète apparemment désolée, a permis de donner un nouvel élan à l'aventure spatiale. J'annonce aujourd'hui un nouveau plan d'exploration de l'espace. En janvier 2004, le président américain a fait une déclaration capitale pour les programmes spatiaux. Nous serons alors à même d'aborder les prochaines étapes dans l'exploration de l'espace, avec des missions habitées vers Mars et au-delà. Le président Bush s'est levé, il a dit « On va le faire, les gars. Je mets en œuvre mon pouvoir présidentiel, et je décide qu'on va le faire. » Et l'effet sur la NASA a été considérable. Ce sera la plus importante entreprise scientifique de toute l'histoire. Dans le monde entier, des ingénieurs étudient déjà comment transporter des hommes jusqu'à Mars. Un sérieux casse-tête lorsque l'on sait que le voyage aller et retour durera près d'1 an. Car lorsque la position de Mars est au plus proche de celle de la Terre, 60 millions de kilomètres les séparent. Transporter sur Mars une équipe de 6 personnes avec les vivres et tous les équipements requis constitue un énorme défi technologique. C'est celui du Dr James Garvin, responsable du programme d'exploration de Mars à la NASA. Mars est de 1500 à 2000 fois plus éloigné de nous que la Lune. La quantité de matériel dont on aura besoin pour y aller et en revenir pèse plus que la Station spatiale internationale. Encore faut-il être à même de déplacer une entité de cette taille. 110 tonnes d'eau, 20 tonnes de nourriture lyophilisée, en tout 520 tonnes de fournitures. Aucune fusée n'est capable pour le moment d'arracher à l'attraction terrestre une masse pareille. Pour réaliser ce voyage, les ingénieurs empruntent beaucoup au scénario visionnaire que Wernher von Braun avait développé dans les années 50. Notamment, l'idée de recourir à de multiples lancements pour acheminer sur l'orbite terrestre les éléments du vaisseau de transfert martien avant de l'assembler et de l'envoyer vers Mars. Mais aujourd'hui, il faut d'abord développer un lanceur d'une puissance jamais encore atteinte. Le véhicule de lancement est la clé d'une expédition vers Mars, car c'est une mission qui met en œuvre une masse très importante. Une nouvelle génération de lanceurs, baptisée Ares, est développée par la NASA. Paul Delaney est professeur de physique et d'astronomie au Canada. Ares sera le pivot de toute l'opération pour acheminer tous les composants dans l'espace au cours de la préparation du voyage vers Mars. Si Ares ne fonctionne pas bien, alors nous n'irons pas sur Mars. L'étape suivante consistera à construire en orbite le futur vaisseau martien. Des astronautes, aidés par des robots, mettront des mois à assembler ce gigantesque mécano. Lorsque le plus grand véhicule de transfert interplanétaire jamais construit sera terminé, 6 astronautes le rejoindront avant d'entamer leur long voyage vers Mars. Conquérir la planète rouge est un projet qui a une longue histoire en Russie. Leur plus puissant groupe aérospatial, Energia,
a conçu un véhicule spatial réutilisable à l'image de la navette américaine. Il s'appelle Clipper. C'est le dernier fleuron de l'aéronautique russe, un pari technologique pour transformer l'espace en banlieue de la Terre. Clipper est doté des caractéristiques de navigation de base, mais comme il a des ailes, c'est un planeur. L'atterrissage sera comparable à celui d'un ULM. Le vaisseau Clipper est destiné à transporter des cosmonautes et des charges en orbite terrestre et à s'arrimer au vaisseau spatial interplanétaire. Ce vaisseau existe déjà à l'état de maquette. Il a été construit sous la direction de Leonid Gorshkov. Les techniciens russes peuvent s'appuyer sur une expérience unique en aéronautique, acquise pendant près de 40 ans de vols habités. Les stations orbitales sont les prédécesseurs du véhicule martien. Le véritable vaisseau spatial sera plus grand, mais les structures portantes, les arbres et la forme seront les mêmes. Les Russes ont de longue date adopté le scénario de Werner von Braun. Eux aussi assembleront leur vaisseau martien dans l'espace après l'avoir acheminé en pièces détachées grâce à plusieurs lancements. Des quantités colossales de nourriture, d'équipements et de fournitures suivront à bord d'autres fusées. On dit qu'une malédiction plane sur les missions vers la planète rouge. 2 tiers d'entre elles ont échoué. L'échec d'une mission habitée entraînerait la mort de 6 astronautes, un risque que personne ne veut courir. Aujourd'hui, la recherche scientifique et technologique nécessaire à l'exploration de Mars requiert de tels investissements que de nombreux projets sont développés conjointement par plusieurs agences spatiales. Je pense que cela va donner lieu à une véritable coopération internationale. Je ne crois pas qu'un pays, à lui seul, ait les moyens financiers ou techniques de faire cavalier seul. Ce serait de la pure folie que de vouloir faire bande à part. C'est une très bonne chose que la course entre les 2 superpuissances de l'espace, la Russie et les États-Unis, continue. C'est une tendance naturelle que de vouloir être le premier. Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer, selon Didier Schmidt, qui dirige le département sciences de la vie à l'Agence spatiale européenne. Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration, nous essayons de travailler ensemble le plus possible, d'avoir le plus d'échanges et même d'avoir une certaine façon de nous rendre interdépendants, puisqu'il y a certaines agences qui sont plus fortes dans un domaine, d'autres dans l'autre. Après avoir remporté la course à la Lune, la NASA a abandonné les vols habités. La dernière mission lunaire remonte à 1972. Mais dans la perspective de l'exploration martienne, elle envisage d'y établir un habitat permanent. La Lune est très différente de Mars. Il n'y a pas d'atmosphère. Le sol lunaire est très agressif, c'est comme de la poussière de verre. Mais les opérations développées sur la Lune vont servir pour les opérations pour Mars. On pose d'abord l'habitat ou l'équipage, dans quel ordre on effectue les opérations de SAS, est-ce qu'on cherche plutôt un coin à l'ombre, est-ce qu'on s'enterre en partie. Toutes ces questions à caractère opérationnel sont intéressantes et on peut les résoudre sur la Lune avant d'aller vers Mars. Mais le choix de la fenêtre de tir sera déterminant pour la réussite de la mission. Tout cela est d'une précision inimaginable. On pourrait comparer ça à l'idée d'enfiler une aiguille sur la côte ouest des États-Unis depuis la côte est. Mars et la Terre sont en rotation autour du Soleil, à des vitesses et sur des orbites différentes. Le véhicule martien devra viser une cible mouvante éloignée de dizaines de millions de kilomètres. À l'Agence spatiale européenne, comme dans les autres agences, on cherche à établir la meilleure trajectoire possible.
Loredana Besson, ingénieure aérospatiale, dirige une équipe chargée de cette question cruciale. Pour faire simple, ce sera soit un saut de puce, soit un très long séjour. Comme nous le savons, le choix de la trajectoire déterminera la mission, car c'est lui qui dictera la durée du séjour dans l'espace. Il y a deux possibilités. La première, partir pour Mars quand elle se trouve au plus proche de la Terre, c'est-à-dire environ 60 millions de kilomètres. C'est l'option qui demande le moins de carburant, or le carburant est lourd et c'est là un point positif. L'inconvénient, c'est que les astronautes ne pourront pas rentrer avant que Mars et la Terre soient à nouveau proches l'une de l'autre. Autrement dit, ils devront passer 18 mois sur la planète rouge. Ils devront attendre que la mécanique céleste se réaligne, si j'ose dire. Il faut que la Terre et Mars soient au bon endroit au bon moment pour que le véhicule puisse s'en retourner en toute sécurité vers la Terre. Et il y a la deuxième possibilité, une mission plus courte, mais plus risquée. Le vaisseau spatial frôle Vénus et se sert de la gravité de la planète comme d'un lance-pierre, afin d'économiser du carburant. Mais le créneau qui permet de se caler sur Vénus est très bref. Si les astronautes le manquent, ils ne reviendront jamais. Il n'y a rien qui nous ramènera sur Terre. Les planètes se déplacent trop vite et nos fusées sont trop petites. À l'ESA, on pense que la deuxième option est trop risquée. Les astronautes devront donc passer 18 mois sur Mars sans pouvoir modifier la date de leur retour. 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Discovery, beginning America's... La première phase de toutes les missions, le décollage, est essentielle. C'est la poussée développée par le lanceur qui arrache la fusée à l'attraction terrestre. Les moteurs qui permettent cette poussée utilisent la propulsion chimique et consomment des tonnes de carburant. Or, dans l'espace, le poids est l'ennemi numéro 1. Stan Borowski, ingénieur à la NASA, travaille sur un système de propulsion nucléaire qui offrirait l'avantage d'éliminer les problèmes de masse causés par les propulseurs conventionnels. L'avantage du nucléaire, c'est qu'il est 2 fois plus performant que les meilleures fusées à propulsion chimique. C'est-à-dire qu'il faut moins de carburant et moins de lanceurs lourds. Sur le papier, l'hypothèse est séduisante. Moins de rotation entre la Terre et l'orbite où on doit assembler le vaisseau représente beaucoup d'économies. Si on envisage une exploration spatiale durable, la propulsion nucléaire représente sur le long terme une solution plus efficace, surtout si l'on veut ouvrir le système solaire à l'humanité. Mars 1, prêt pour injection transmartienne. Reçu. Prêt pour la mise à feu. Quelques jours après avoir quitté l'orbite terrestre, le premier équipage en route pour Mars dépassera la frontière, au-delà de laquelle jamais aucun être humain ne s'est aventuré. Les astronautes qui étaient sur la Lune n'étaient qu'à quelques heures de la Terre si, à un moment donné, ils devaient interrompre leur mission et décider de rentrer. Mais on ne peut pas, en partance vers Mars, au milieu du voyage, se dire « j'arrête, je fais demi-tour là, maintenant, et je commence à prendre de la vitesse pour revenir ». C'est pas possible. Si la moindre panne survient, l'équipage disparaîtra à tout jamais dans les profondeurs de l'espace. L'histoire de l'exploration spatiale est marquée par plusieurs tragédies. Celle survenue à la navette spatiale Challenger en 1986 a frappé tous les esprits. On a vu malheureusement 2 accidents de la navette américaine. C'est une réalité. Plus la technologie avance, plus les choses sont compliquées. Une mission martienne est extrêmement compliquée. Plus on ajoute des tout petits risques un peu partout, mais quand vous les mettez ensemble, grosso modo, on admet aujourd'hui qu'un risque d'aller-retour sur Mars est entre 1 et 2%. Ça n'est pas négligeable, mais c'est exactement le risque que prennent tous les pilotes de chasse tous les jours quand ils vont aller faire leurs exercices. De nombreux astronautes ont payé de leur vie l'exploration de l'espace. Et les experts redoutent que l'aventure vers Mars connaisse elle aussi des tragédies. Rétrospectivement, on peut estimer qu'Apollo avait une chance sur 10 de réussir. Dans le cas d'une mission martienne, ce sont plutôt les probabilités d'échec qui sont de 1 sur 10, voire 1 sur 5. La durée du voyage vers Mars représente à elle seule un facteur de risque inédit. Plus vous restez longtemps
dans l'espace, plus le risque d'avoir à un moment donné la météorite qui fait un trou dans la coque du vaisseau est important, plus le risque de panne est élevé. Une voiture, elle finit par tomber en panne au bout d'un moment. C'est pareil dans l'espace. Cependant, l'un des plus grands dangers qui guettent la mission est lié au confinement et à la promiscuité auxquels seront soumis les astronautes pendant l'expédition. 6 personnes réussiront-elles à partager un tout petit espace pendant plus de 1000 jours sans risquer la crise de nerfs? Le témoignage de Jerry Linenger, qui a passé 5 mois à bord de la station Mir, n'est pas complètement rassurant. Pendant la période que j'ai passée sur Mir, ça a été un choc de constater combien je me suis senti isolé, coupé du monde, seul avec moi-même, et aussi de me rendre compte à quel point j'étais vulnérable. On nous demande des performances de haut niveau, mais le côté psychologique ne cesse de vous miner. J'ai vu de sérieux problèmes psychologiques se développer. L'ennui sera aussi au menu des astronautes au cours de leur voyage vers Mars. Les jours se succèdent avec leurs procédures routinières et leurs inévitables exercices physiques. Comment conserver l'équipage parfaitement concentré et parfaitement opérationnel? Dans un vaisseau martien qui part pour très longtemps, très loin, il faut inclure un simulateur. Et régulièrement, l'équipage aura une séance de simulation. Alors un jour, ce sera la rentrée sur Mars. Le jour suivant, ce sera la mise en place de l'habitat. Le jour suivant, ce sera les sorties sur Mars par réalité virtuelle. L'équipage revivra à l'avance, régulièrement, les tâches critiques qui l'attendent 6 mois plus tard ou 10 mois plus tard. Les Russes ont développé des batteries de test pour éprouver la résistance psychologique de leurs cosmonautes. Celui-ci, privé de sommeil pendant 3 jours, est soumis au rythme de tâches répétitives 24 heures sur 24. Mais la question cruciale selon les experts, c'est surtout la compatibilité des profils des membres de l'équipage. Si l'on peut résoudre le problème de réunir un équipage idéal, la mission martienne sera couronnée de succès. Si nous commettons une erreur, surgiront des conflits qui tueront l'équipage aussi sûrement qu'une maladie. Parmi les rares situations analogues sur Terre, il y a les missions scientifiques qui se déroulent en Antarctique. La station franco-italienne Concordia combine plusieurs caractéristiques intéressantes. L'isolement dans un milieu hostile et une équipe restreinte de scientifiques confinés pendant plus de 12 mois. Dans aucune base antarctique aujourd'hui, on a une telle analogie avec les missions martiennes, puisque cette base-là est à 1200 km des côtes. Elle est sur un plateau qui s'élève donc à 3250 mètres d'altitude. Et l'avantage aussi, c'est que pendant 9 mois, cette base est inaccessible. Les astronomes, les climatologues et les plombiers de la base Concordia vont donc jouer le rôle de cobayes pour les psychologues de l'Agence spatiale européenne. Pour nous, c'est intéressant parce que tous les ans, on va changer les équipages. Au bout de 20 ans, on aura beaucoup de recul pour savoir quels sont les profils psychologiques qui sont les meilleurs, qui sont adaptés à la vie en communauté sur la longue durée dans des environnements extrêmement confinés. Si les menaces d'ordre psychologique sont sérieuses, les conséquences d'un aussi long séjour en apesanteur sont dévastatrices pour le corps. Les os se fragilisent et les muscles s'affaiblissent de façon spectaculaire. Un homme de 40 à 45 ans faisant l'aller-retour sur Mars reviendrait avec l'ossature d'un individu de 90 ans. L'apesanteur a des conséquences extrêmement néfastes sur le squelette des astronautes. Sur un mois, on a à peu près une perte osseuse d'environ 1%, ce qui est un phénomène qui ne ralentit pas. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, vous aurez 6% de masse osseuse en moins. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que la microstructure de l'os change, ce qui fait qu'au bout de 6, 7, 8 mois, on a un réel risque de ce qu'on appelle les fractures de fatigue. Des contre-mesures devront être élaborées pour maintenir les os dans un état suffisamment solide. Mais il faudra aussi lutter contre les effets qui affectent les muscles. Et d'après Jerry Linenger, qui a passé 132 jours à bord de la station Mir, les conséquences sont là aussi redoutables. Ça m'a fait un choc quand je me suis rendu compte que j'avais perdu 65% de ma force et 13 à 14% de ma masse osseuse au niveau des membres inférieurs. Le moyen le plus efficace de lutter contre les méfaits de l'apesanteur consiste à créer de la gravité artificiellement dans le vaisseau.
Stan Borowski planche sur une solution, mettre le vaisseau en rotation dans l'espace comme une hélice. Après la mise à feu primaire pour s'arracher à l'attraction terrestre, on largue le réservoir à combustible. Alors on positionne le véhicule en se servant des petits propulseurs situés à l'arrière et à l'avant du vaisseau pour le faire tourner comme l'hélice d'un avion. Ce faisant, nous pourrions créer une gravité artificielle pour l'équipage. Sans recréer la gravité artificielle à bord d'un vaisseau, on ne peut pas pallier à tous les effets secondaires et tous les effets néfastes sur l'équipage du point de vue de la santé. C'est essentiel de refaire au moins la gravité 1G, sinon plus. Les dégâts causés par la pesanteur sont bien plus faciles à maîtriser que les menaces qui planent à l'extérieur du vaisseau spatial, tout particulièrement les énormes tempêtes solaires et le rayonnement cosmique. Ces deux sources de radiation risquent de provoquer des dégâts considérables chez les astronautes qui vont transiter pendant près d'1 an dans l'espace. Leurs corps seront littéralement bombardés par une variété de projectiles invisibles. Alors, les radiations, c'est très souvent soit des ondes électromagnétiques ou alors des particules à très haute vitesse qui vont casser des fragments de gènes, qui vont même casser complètement des chromosomes en fonction de la vitesse et donc de la matière initiale qui va arriver dans une cellule. Dans les quelques jours qui suivent, vous allez être à l'agonie, vous allez avoir énormément de problèmes de santé et jusqu'à la mort. C'est inéluctable avec certaines doses. Pour Jeffrey Hoffman, ex-astronaute, la solution est une idée tout droit sortie des romans de science-fiction. Envelopper le véhicule martien dans un champ de force. La radiation existe. Le corps humain n'aime pas ça. Si nous voulons devenir un jour une civilisation voyageant dans l'espace, une protection contre les rayons devra faire partie de l'équation. Quels seront les candidats prêts à affronter les dangers de cette nouvelle aventure spatiale? Des pilotes de chasse comme autrefois? Pas sûr qu'un accro à l'adrénaline ait le profil requis pour une mission d'exploration de 2 ans et demi. Les premiers équipages iront là où l'homme n'est jamais allé auparavant. Donc ce seront plus des explorateurs que des opérateurs. Ils devront être opérateurs forcément pour savoir gérer leur vaisseau, pour savoir le mettre en œuvre, savoir contrôler certains processus de régulation, de température, de pression, etc. La plupart des agences spatiales comptent envoyer des équipages mixtes pour cette odyssée au long cours. Un équipage comptant des femmes est presque unanimement considéré comme plus stable. Et les relations sexuelles entre astronautes ne font plus peur aux responsables des missions depuis longtemps. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Laissez donc faire ces gens qui disposent des compétences nécessaires et les autres problèmes se régleront d'eux-mêmes. Une dernière menace plane sur la stabilité émotionnelle des astronautes. Bien des choses peuvent se produire sur Terre au cours de leurs 2 années et demie d'absence. Mon fils avait un peu plus d'1 an et demi. Ma femme était enceinte. Et la question qui se pose, c'est « Et s'il arrivait quelque chose à votre famille sur Terre? Est-ce qu'on va vous envoyer un message vous annonçant que vous avez perdu votre fils ?» Ce serait dur. J'en ai la gorge serrée rien que d'y penser. À mesure que le vaisseau s'éloigne de la Terre, les astronautes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Aujourd'hui, autour de la Terre, à bord de la Station spatiale internationale, où les astronautes qui étaient sur la Lune, à 1 seconde près, peuvent poser une question et avoir dans la foulée la réponse. Il peut y avoir un échange. Alors que l'équipage qui partira vers Mars lancera comme ça, dans le vide, une question, et il faudra attendre parfois jusqu'à 40 minutes la réponse. Les observations des sondes Viking, qui les premières se sont posées sur la surface de Mars au milieu des années 70, n'étaient guère une invitation à entreprendre la grande aventure. Viking a mené des expériences pour déterminer la présence de vie, c'est-à-dire de vie microbienne. Et à l'issue de la mission, il semblait bien que Mars fût un désert stérile et polaire. Mars est une planète extrêmement hostile. Il y règne une désolation indicible, un froid insupportable. Son relief est tourmenté, les volcans immenses succèdent aux canyons gigantesques, et sa surface est balayée par de redoutables tempêtes de poussière.
De monstrueux tourbillons de poussière s'élancent jusqu'à 80 km dans l'atmosphère. Impossible pour un véhicule spatial habité d'atterrir lors d'une de ces redoutables tornades. Aussi sur Terre, des chasseurs de tornades peu conventionnels aident la NASA à en apprendre un peu plus long sur ces dangers. Hey Steve, tu vois ce qui se passe sur la gauche? En effet, voilà le monstre que je voulais attraper. Oh yeah. En Arizona, les chercheurs Steven Metzger et Brent Boss n'hésitent pas à foncer la tête la première dans les tornades de poussière. Ouais, ça valait le détour, pas vrai? Sur Terre, une tempête d'une bonne vingtaine de mètres de large qui dure 20 minutes peut soulever plusieurs tonnes de poussière dans les airs. Sur Mars, il y a la même terre sèche que sur Terre. Mais Mars se compose d'un seul grand désert où les tempêtes soulèvent tout le temps et partout des montagnes de poussière. Mars est connu pour ses tempêtes de poussière. On peut donc tout à fait y affronter d'énormes rafales de sable. Et quelle que soit la façon dont on s'y prend, l'atterrissage sera un défi. Pour optimiser la réussite de la mission, de nombreux moyens sont déployés afin de trouver les meilleurs sites d'atterrissage. Nous devons choisir le site d'atterrissage des missions habitées avec une grande précision. Il faut opter pour un site sûr et susceptible de convenir aux futurs vols et atterrissages. Nous devons commencer par examiner l'histoire hydrométrique et la possibilité de vie aujourd'hui et dans le passé. Tels sont les critères qui vont déterminer le choix d'un lieu d'atterrissage. D'autres repérages sont prévus pour affiner la sélection des sites d'atterrissage du premier vaisseau humain sur la planète rouge. Si ExoMars parvient à échapper à la malédiction des missions martiennes, elle promènera un véritable laboratoire à 6 roues, capable de partir à la recherche de la vie. On se trouve alors en orbite et on attend les meilleures conditions pour nous poser. Sur Mars, il y a des saisons avec de gigantesques tempêtes de poussière. Et elles peuvent sérieusement endommager tout ce qui est atterri ou bien se trouve déjà sur la surface. La partie avant du rover est un vrai laboratoire scientifique, avec des instruments sophistiqués fournis par des scientifiques du monde entier, pas seulement des Européens. Ces instruments peuvent analyser directement des échantillons pour voir s'il y a des acides aminés ou des traces de ce qu'on appelle sur Terre la vie. Pour la mission habitée sur Mars, savoir où atterrir est une question cruciale, mais pas aussi cruciale que l'atterrissage lui-même. Le module d'atterrissage doit se séparer du véhicule principal qui, lui, reste en orbite. Les astronautes affrontent alors la partie la plus dangereuse de toute la mission: traverser l'atmosphère martienne et se poser avec succès. Plusieurs raisons font qu'il est difficile d'atterrir sur Mars. D'abord, nous avons une atmosphère vaste, mais raréfiée par rapport à celle de la Terre et obéissant à une dynamique bien à elle. Aujourd'hui, si des hommes ou même des machines se rendent sur Mars, ce sont les derniers 100 km qui sont les plus périlleux. Une fois la descente amorcée, c'est le saut dans l'inconnu. Dans moins de 6 minutes, ou bien l'équipage aura atterri sain et sauf, ou bien il aura péri. Le module d'atterrissage est protégé par un bouclier thermique qui va contribuer à le ralentir, mais surtout à l'empêcher de se consumer. On ne fait rien d'autre que de trouer le ciel de Mars, ce qui ionise l'atmosphère au fur et à mesure qu'on la traverse, d'où un chemin de gaz ionisé et brûlé. Une fois entré dans l'atmosphère, l'atterrisseur largue sa coquille protectrice. Ces 60 tonnes filent à toute allure dans l'atmosphère martienne. 8000 mètres. La NASA teste un bouclier thermique gonflable pour éviter aux astronautes de périr carbonisés au moment de leur entrée dans l'atmosphère martienne. Compris, on passe en mode secondaire. On prend le vent. La nouvelle de l'atterrissage mettra plus d'une dizaine de minutes avant de parvenir au contrôle sol.
En fait, nous devrons fonctionner hors circuit, ce qui signifie que les contacts avec la Terre, Houston, l'Europe ou qui que ce soit ne nous seront d'aucune aide. Nous serons livrés à nous-mêmes. Vous avez le feu vert pour la sortie. Reçu, j'abaisse la poignée. Les premiers humains qui parcourront Mars découvriront une planète qui, malgré les apparences, n'en partage pas moins certaines ressemblances avec la Terre. Le Soleil se lève à l'est et une journée martienne ne dure que 40 minutes de plus que son homologue terrestre. En revanche, la gravité sur Mars ne représente qu'un tiers de celle de la Terre et son atmosphère extrêmement ténue, composée essentiellement d'oxyde de carbone, est toxique. Lorsque les astronautes quitteront la protection de leur base, ils feront face aux redoutables conditions de l'atmosphère martienne. Sans un scaphandre approprié, ils ne survivront ni à l'atmosphère toxique, ni au froid. Pour travailler dans cet environnement hostile, ils devront être équipés d'une super combinaison de l'espace. La mobilité et la flexibilité sont les grands défis que nous devrons relever. Et j'y ajouterai celui du poids, car il est étroitement lié à cette problématique. Ce scaphandre est un bijou composé de 20 000 pièces, permettant aux astronautes la plus grande liberté de mouvement. Le scaphandre intègre son propre système de survie, son propre contrôle thermique et assure suffisamment de mobilité pour que l'on puisse se déplacer à la surface de Mars tout en étant protégé de cet environnement très hostile. La mission principale des astronautes consistera à partir à la recherche de traces de vie. En étudiant des milieux extrêmes sur Terre, les scientifiques cherchent à les aider. À certains égards, le cœur du désert d'Atacama, au Chili, ressemble à la désolation qui règne sur Mars. Sur Terre, nous trouvons de petites oasis de mort sur une planète vivante. Sur Mars, on cherchera de petites oasis de vie sur une planète morte. Chris McKay est un exobiologiste qui cherche à comprendre comment la vie parvient à se maintenir dans des conditions extrêmes. Dans cet univers ultra-désertique, il a découvert de la vie microbienne et il espère que cela aidera les astronautes lors de leurs recherches sur Mars. Les gens se sont dit, si la vie est tellement riche sur Terre et existe dans des endroits aussi difficiles où auparavant personne ne pensait que ça pouvait exister, pourquoi pas sur Mars après tout? Les envoyés des terriens disposeront d'instruments robotisés pour détecter la moindre trace de vie dans le sol martien. Mais depuis qu'on a découvert que certaines bactéries se nourrissent de roches, on imagine que la vie s'est peut-être réfugiée au fond d'immenses tunnels de lave. Si l'on trouve de la vie sur Mars, cela risque de poser un nouveau problème. Que faire si l'un de ces microbes s'avère dangereux, voire mortel pour les humains? Que se passera-t-il si un agent pathogène martien est rapporté sur Terre? John Rummel, exobiologiste à la NASA, veille sur la sécurité sanitaire des terriens. S'il y a de la vie sur Mars, nous aimerions bien sûr en connaître plus sur elle avant qu'elle ne soit rapportée sur Terre. Il y a peu de chances pour que cela soit un risque pathogène pour les humains, mais il pourrait s'agir d'un microbe que notre système immunitaire ne sache pas reconnaître, ou de quelque chose qui pose problème à l'environnement. C'est pourquoi nous tenons à ce que ces choses-là soient rapportées en toute sécurité. Afin d'éviter toute contamination, les astronautes devront observer une période de quarantaine à leur retour de Mars, comme les héros de la conquête de la Lune l'ont fait avant eux. Après 2 ans et demi loin de leur famille, il leur faudra tenir bon encore quelques temps dans une unité de confinement. Qui dit trace de vie sur une autre planète, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît, mais alors pas du tout. On ne sait pas quel est le danger, mais on a la quasi-certitude qu'il y a un danger. Pendant ce temps, dans le Grand Nord canadien, Pascal Lee, chercheur à la NASA, teste les meilleurs scénarios de la recherche de l'eau sur Mars. Partout sur Terre où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il pourrait même y avoir encore de la vie sur Mars aujourd'hui, à condition qu'on y découvre de l'eau liquide. De récentes photos de Mars faites par la mission Mars Express mettent clairement en évidence des ruissellements d'eau au cours de la dernière décennie. D'après les données recueillies par la sonde, il y a probablement d'importantes réserves d'eau gelée dans le sous-sol.
Pour trouver de la vie sur Mars, on dispose aussi d'autres indices. Ainsi, il y a 23 millions d'années, un astéroïde géant s'est fracassé sur l'île de Devon dans le Grand Nord canadien. La collision a créé un gigantesque cratère en pulvérisant et projetant des millions de tonnes de roches alentour. C'est dans un endroit encore plus désolé, en Antarctique, qu'une expédition scientifique a fait en 1996 une découverte capitale, une petite météorite martienne. À l'intérieur, d'infimes traces que certains chercheurs considèrent comme des empreintes de bactéries martiennes. Une polémique entoure ces microscopiques alignements de minéraux, mais ils ont indiscutablement relancé la spéculation sur une vie extraterrestre. Il y a des millions d'années, la Terre n'était pas la seule planète bleue du système solaire. Mars aussi était couverte d'eau. Il y avait de l'eau sur la planète Mars. Certains collègues pensent qu'au cours du premier milliard d'années, tandis que les planètes se refroidissaient, Mars et la Terre étaient les deux planètes les plus habitables qu'on puisse imaginer. Mais par un mystérieux cataclysme cosmique, Mars a perdu son champ magnétique. Son atmosphère s'est dissipée dans l'espace, ses océans se sont asséchés et des débris de la surface martienne ont été éjectés dans le système solaire. La découverte de cette roche dans l'Antarctique pose une brûlante question. La vie sur Terre serait-elle d'origine martienne? Et en ce cas, les humains seraient-ils en fait des Martiens? Si l'exploration de Mars permet la découverte de formes de vie différentes de la nôtre, il nous faudra réviser nos théories sur l'origine de la vie. Une idée révolutionnaire se fait jour, celle d'une genèse multiple, intergalactique. Ce que nous espérons trouver sur Mars, ce sont des traces de vie qui ont leur propre origine. Nous saurons alors que dans notre système solaire, la vie a pu éclore 2 fois. Et si elle a éclos 2 fois dans notre jardin, alors la galaxie doit regorger de vie. Se dire qu'on pourrait soulever une pierre sur Mars et trouver ça, ce serait fantastique. La base martienne du XXIe siècle deviendra une petite colonie, réalisant ce rêve humain d'habiter un territoire jadis interdit. Ce premier voyage sera peut-être le premier pas vers une occupation humaine de Mars. La science moderne rêve de pouvoir faire reverdir la planète rouge. C'est un sérieux défi. Un jour viendra où peut-être nous devrons fuir la Terre. C'est que si une comète ou un astéroïde nous fonce dessus maintenant, on ne sera pas plus avancé que les dinosaures. Tout ce qu'on pourra faire, c'est regarder ce qui nous arrive avec un air idiot. Exploration, connaissance et recherche de vie dans l'univers. Tels sont les objectifs qui unissent les gens du monde entier dans la plus grande quête de tous les temps. Sans doute y aura-t-il des conflits, des controverses et probablement des pertes en vie humaine. Mais le cap est mis. L'inaccessible planète est désormais à notre portée. On ne peut plus faire marche arrière. L'humanité est en route pour Mars. Title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater
and it's all along the north-facing and west-facing, and it shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions. This just shows Mars and its orbit around the sun, and this is to explain a little bit about why we see these at different times in different places. So Mars is tilted on its axis about 25 degrees, very similar to Earth's tilt on its axis. So it remain in a liquid form until we hit negative 70 degrees Celsius, and will not start boiling until it is 24 degrees Celsius. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and this just shows Mars and its orbit around the sun, and this is to explain a little bit about why we see these. It's the title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. Shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions.